j'ai pas l'ambition de conclure quoi que ce soit. Peut-être au contraire d'ouvrir, hein, je dirais, cette réflexion sur quelques pistes, voilà, pour la suite, puisque on est au commencement de quelque chose, hein, d'ambitieux, hein, sur les colloques à venir sur les figures inspirantes. Alors, je voudrais d'abord revenir sur les formes de communication de cette journée. Il me semble qu'il y a eu deux dimensions à ces communications. Il y a eu d'abord des interventions qui portaient plutôt sur l'élucidation de l'expression elle-même, qu'est-ce que c'est qu'une figure aspirante, et puis il y a d'autres communications nombreuses qui, au fond, étaient plutôt euh, animées par l'évocation de telle ou telle figure, voire de plusieurs, qui inspirait l'intervenant. Et donc, avec inévitablement, je dirais, un discours qu'on a qualifié en première personne, parce que c'est effectivement une sorte de mise en scène de soi. Hein, et lorsque on évoque une figure inspirante, eh bien, on est toujours en train de parler de soi, finalement, dis-moi qui t'inspire et je te dirai qui tu es. Hein. Donc voilà, alors ces deux dimensions, ces deux formes d'expression ne sont pas exclusives. Évidemment, il y a aussi des interventions qui mêlaient les deux, l'élucidation de l'expression et la référence ou l'évocation d'une figure. Alors, je voudrais juste euh, évoquer euh, quelques éléments d'une problématique de l'inspiration, puisque bon, mon obsession c'est les problèmes, donc on ne se refait pas hein, les problématiques. Donc, sans vouloir épuiser le champ évidemment, hein, mais quelques éléments d'une problématique de l'inspiration, finalement, de quoi avons-nous discuté hein, c'est de quoi avons-nous discuté. Alors, il y a eu un premier élément, première problématique, euh, qui transversale à toute la journée, c'est le rapport entre l'inspiré et l'inspirant, ou l'inspirant et l'inspiré. Hein. Euh, Nous avons évoqué la difficulté à caractériser ce mode de relation spécifique de l'inspiration, hein, qui, alors, peut être pensé par rapport à la maîtrise, la relation de maître à disciple, et c'est pas tout à fait ça, par rapport à, je dirais, alors on a évoqué la sage-femme aussi, à l'inverse, c'est-à-dire au fond euh, l'accouchement, mais la sage-femme ne, aide à naître, elle n'est pas celle qui cause le nouvel être. Donc entre la maîtrise et l'accouchement, hein, euh, entre mettre à penser et donner à penser, donc on a là un rapport complexe, hein, alors qu'on pourrait caractériser de plusieurs manières. Bon, j'ai souvenir puisqu'on a évoqué plusieurs fois la pédagogie institutionnelle, de cette idée de la pédagogie institutionnelle que, évidemment, le rapport euh, de l'élève au maître est un rapport d'identification et de distanciation. On a évoqué euh, des identifications massives, hein, ou au contraire des sélections de traits que l'on imite, etc. Donc, Marie-Louise aussi nous a salutairement averti de la complexité, hein, la complexité du mimétique, en réalité, avec ces pathologies. Je crois que là, on est revenu là aussi sur plusieurs fois sur les pathologies possibles de cette relation. Hein. Et puis sur le fait aussi que, évidemment, cette relation inspirée ou inspirant, ou inspirant-inspiré, est une relation d'interprétation, hein, et que, effectivement, qui comporte
à la fois l'imitation servile, peut-être, mais aussi la, la trahison, hein. Voilà. Donc, il y a, je pense, une première problématique là qui a été lancée et qui mériterait d'être approfondie, d'être continuée. On a parlé aussi bon, de l'exemple, hein, voilà, le modèle, l'exemple, voilà. Ça tourne autour de tous ces termes-là. Le deuxième problématique que j'ai perçue, c'est une problématique temporelle, c'est-à-dire au fond, la relation inspirante ou la relation inspirée est une relation temporelle qui fait intervenir donc le passé, le présent et l'avenir, hein. C'est donc au fond, si on s'inspire alors par exemple d'une grande figure du passé, c'est pas dans un but historien ou c'est pas dans un but érudit, euh, c'est pour penser le présent ou penser l'avenir, hein. Euh, alors évidemment, euh, on a évoqué plusieurs fois la formule de Bernard de Chartres, là, les nains sur les épaules des géants. Donc il y a l'idée de s'inscrire dans une chaîne d'inspiration où celui qui inspire a lui-même été inspiré, etc. Et là, il y a une dimension de la vie intellectuelle qu'on ne peut pas récuser parce qu'au fond, on ne peut pas avoir l'illusion de commencer absolument une pensée. Et donc, ça paraît extrêmement salutaire de dire d'où l'on vient, hein, d'où l'on parle et qu'est-ce qui nous a inspiré. Donc, cette relation entre alors, mais alors on a évoqué aussi le travail de Didier Moreau sur les spectres, etc., hein, les fantômes qui nous habitent. Euh, mais je voudrais insister aussi sur la contemporanéité possible de l'inspiration. Et on a évoqué la figure de Greta Thunberg, hein, et ça me paraît intéressant parce que on a là une contemporaine qui nous inspire, enfin qui peut nous inspirer. Et de plus, on a là une enfant, une adolescente. Et donc, dans cette forme d'inspiration, si elle a lieu, il y a comme un renversement de la relation éducative habituelle. D'habitude, ce sont les anciens qui inspirent les nouveaux. Et là, il y a un enfant qui est lanceur d'alerte et qui nous inspire, c'est-à-dire qui nous réveille, qui nous alerte, etc. Donc, quand elle dit, par exemple, mais au fond, nous ferons nos devoirs quand vous ferez les vôtres, eh bien, ce jeu de mots sur les devoirs de l'école, hein, dans laquelle Greta ne veut pas aller, puisque c'est la fameuse grève du vendredi, hein, les devoirs de l'école et les devoirs des adultes qui n'ont pas été faits, hein. Les adultes ont démis se sont démis de leurs responsabilités par rapport à l'écologie et ils demandent à Greta de retourner à l'école. Mais qu'est-ce que c'est que retourner à l'école si ceux qui sont allés à l'école ne sont pas capables d'assumer leurs responsabilités par rapport à l'environnement. Donc voilà, on pourrait développer, mais il y a là une piste à explorer, c'est-à-dire au fond, les, les figures inspirantes ne sont pas forcément les grandes figures, les géants du passé, mais nos contemporains quelquefois, et dans ce cas-là, des enfants, ce qui interroge quand même euh, les éducateurs. Alors la troisième problématique que j'ai identifiée, c'est celle des effets de l'inspiration. Et au fond, ça fait quoi, une figure inspirante? Ça produit quoi? Alors on a dit, ben, il y a certainement quelque chose qui est de l'ordre de l'interpellation. La figure nous interpelle, nous étonne, nous perturbe, nous dérange dans nos habitudes de pensée, nous fait penser autrement, etc. Bon, évidemment, on évoque Socrate, hein, avec et donc ces figures socratiques, hein. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a dit aussi que la figure inspirante nous motive, il y a un aspect dynamique, hein, nous met en mouvement,
nous met au travail. Ça, c'est le deuxième effet que j'ai noté. Et peut-être même, comme dirait Jean Housset, la figure inspirante eh bien, nous redonne l'espérance que nous avions perdue. Et puis, euh, dernière, dernier effet possible que j'ai noté, il se peut que, en plus de tout ça, la figure inspirante nous aide à nous orienter. Hein, ça a été dit aussi plusieurs fois, nous orienter dans la pensée, nous orienter dans l'action aussi. Hein. Et qu'est-ce que ça veut dire nous aider à nous orienter? Probablement nous donner des outils. Alors j'aime beaucoup les métaphores de la carte de la boussole, je ne vais pas ressortir, mais enfin c'est quand même un peu ça quand on parle d'orientation. On peut trouver chez ces figures inspirantes des outils intellectuels, des démarches qui nous amènent, qui nous aident à nous orienter. Évidemment, lorsqu'il s'agit de figures du passé, ce travail euh, comment dirais-je, de travail d'inspiration, aller chercher son inspiration dans le passé, suppose une dialectique de contextualisation et de décontextualisation, puisque, au fond, on a évoqué Rousseau, on a évoqué Comenius, on a évoqué Dewey, etc. Euh, ne sont pas nos contemporains, ne vivent pas nos situations, et donc ce travail de contextualisation et de décontextualisation est nécessaire pour eh bien, ne pas trop trahir les figures ou ne pas croire que l'application de leurs outils et aux situations contemporaines pourrait se faire sans réflexion et de manière mécanique. Alors, en conclusion, moi, je voudrais dire, je voudrais avouer quelque chose. Je voudrais avouer quelque chose. J'y croyais pas trop à cette histoire de figure. Excuse-moi, Rémi, je n'ai pas dit pour pas te décourager, mais j'y croyais pas trop parce que je me disais, bon, ça va amener du discours convenu, du genre de discours de distribution des prix, ou quand on dévoile une plaque hein, dans un lycée, etc. Bon, bon. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est pas du tout ce qui s'est passé. J'ai pas vu de discours convenu. J'ai vu un discours, des discours où les gens se sont appropriés vraiment de manière authentique la question, quitte à se livrer hein, dans leur vie intellectuelle, personnelle, etc. Alors, donc, je reconnais bien volontiers que je m'étais trompé et que ben, la figure inspirante inspire. Hein, bon, ce qui était, bon, finalement, c'était peut-être, je veux dire, naturel, mais enfin bon. Mais alors, l'impression que j'ai quand même, c'est que, voilà, je savais que les sciences de l'éducation était, comme disait Bernard Charlot, n'était pas un lieu disciplinaire, c'est-à-dire bon, n'était pas caractérisé par une discipline, mais était caractérisé par un carrefour de disciplines, ou comme disait Charlot, par une culture. Ah, je savais ça, j'étais convaincu de ça. Mais maintenant, je me dis que les sciences de l'éducation, ou le domaine de l'éducation, en fait, c'est même plus que ça, c'est du polythéisme, quoi. C'est un panthéon, quoi. C'est-à-dire qu'au fond, chacun a son Dieu, hein, chacun a son Dieu, chacun a ses figures. Donc le panthéon est divers. Hein, bon, ça va de Comenius à Tocqueville ou à Girard, à Bachelard, etc. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça, avec cette diversité qui est à la fois une richesse, mais aussi comment ça se fait que nous ne comprenions euh, lorsque nous aspirions à des dieux, entre guillemets, aussi divers. Hein. Et non seulement nous sommes dans un panthéon d'un polythéisme assez grand, mais au fond, en nous-mêmes, chacun d'entre nous, si j'ai bien compris, avons sélectionné pour l'exposer telle ou telle figure, mais nous aurions pu, les uns ou les autres, défendre d'autres figures. Ça veut dire qu'au fond, nous sommes pluriels aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Plusieurs inspirations nous habitent
hein. Et donc nous n'avons pas un moi complètement unifié. Voilà. Bon, euh, tout ceci, tout ceci est plutôt encourageant, je dirais. Cette diversité, ma foi, et je la prends comme un foisonnement intellectuel, puisque il ne s'agit pas de refermer sur un monothéisme quelconque, ça serait pas le lieu, mais ça, voilà, ça augure bien, comment dirais-je, de l'entreprise ambitieuse qui est inaugurée ici, c'est-à-dire au fond de cette série de colloques. euh, on comprend que finalement, étant donné la diversité qui nous habite, eh bien, des colloques, nous en avons au moins jusqu'à la fin du siècle.